effectivement, la vraie question, c'est qui a assassiné Martinez Zogo? Qui sont les complices? Qui sont les auteurs? Qui sont les parrains? Voilà les principales questions. Il y a un autre faux débat qui est en cours, qui fait partie d'une distraction, effectivement. C'est la question de savoir qui a donné les documents à Martinez Zogo. C'est un faux débat. Et là, je le dis, c'est le journaliste qui parle. Parce que non seulement ces documents ne sont pas faux, oui, parce que et personne n'a jamais dit que ces documents sont faux. Et ces documents-là, si on les recherche, on peut les retrouver. Et ils sont exacts, ils sont vérifiables. Et je rappelle que l'une des fois que ces documents ont été mis à la place publique, c'est lors d'une audience devant le tribunal correctionnel de Fundi, dans l'affaire qui a opposé à un moment donné, dans l'affaire des impôts, relative pour le redressement fiscal du groupe Anecdote. Les inspecteurs des impôts ont présenté le listing, ont démontré point par point les commandes, les marchés, sur la base du listing, pour dire que c'est sur la base de cela qu'ils ont opéré la base de taxation de 30 milliards. Puisque, en face, Amourou Belenga et ses avocats disaient que mais c'est sur quelle base qu'on a fixé, n'est-ce pas, les impôts que nous allons payer. Ils ont précisé, voilà, sur la base de ceci, ils ont défriché, expliqué, au cours d'une audience, le listing, les commandes, les marchés et tout. Donc il ne faut pas donner l'impression que... Ne donnons pas l'impression que ces documents des cuisses de Jupiter. L'audience était publique. J'ai dit c'est l'une des fois où les documents sont apparus en public, devant tout le monde. Et je rappelle ici, quand je dis que je suis journaliste, nous les journalistes, nous avons le devoir de rechercher, de collecter des informations, de les vérifier à bonne source, avant de les diffuser, avant de les publier. Nous devons nous rassurer à travers le recoupement de l'information, parce que nous critiquons nos propres sources qui peuvent nous manipuler, nous assurer que l'information est vérifiée, qu'elle est exacte. Et dès lors qu'elle est vérifiée, elle est exacte, nous pouvons la rendre publique auprès de l'opinion publique nationale et internationale, auprès des lecteurs, des auditeurs, des téléspectateurs qui sont en droit d'être au courant de l'information qui est rendue publique, qui est utile à la société. Edmond, il y a une idée qui me passe par la tête. Lorsque, dans l'affaire du Watergate, aux États-Unis d'Amérique, où on a bien vu les journalistes du Washington Post, Bob Woodward ou encore Carl Bernstein, lorsqu'ils ont mené des investigations qui ont amené à faire des révélations sur une question d'espionnage qui impliquait la Maison-Blanche et qui a débouché sur la démission du président Nixon, personne n'est allé chercher à savoir qui avait donné les informations à Bob Woodward ou encore à Carl Bernstein. Oui. Donc le plus important, c'est de savoir est-ce que les informations qui ont été données par ces deux journalistes du Washington Post, est-ce que ces informations étaient fiables? Est-ce qu'elles étaient bonnes? Il n'était pas question de savoir où est-ce qu'ils ont trouvé ces informations. Et donc, du coup, la question de qui a mis la bombe entre les mains de Martinez Zogo, c'est une question de distraction. C'est une question de distraction, de savoir qui a donné l'information. Mais je dis que ça a été rendu public au cours d'une audience. Donc, c'est un faux débat. Et dans l'affaire que vous citez, justement, dans l'affaire du Watergate qui a conduit, n'est-ce pas, à la démission du président Nixon, il s'agit d'une affaire où des journalistes du Washington Post, et je peux vous dire, dans des grandes écoles de journalisme, c'est un cas d'enquête qu'on cite, qu'on rappelle, qui montre comment des journalistes ont eu des informations de sources, plus ou moins anonymes. Et dans le cas d'espèce, il y a une expression qu'on appelait gorge profonde. C'est-à-dire, puisque dans l'opinion, des gens avaient du mal à savoir qui a donné cette information, mais les journalistes ont crapahuté sur le terrain, sont allés vérifier auprès de différentes sources. Ils ont même, j'allais dire, de jour comme de nuit, vérifié, observé les mouvements. Parce que vous savez, aux États-Unis, c'est des batailles électorales qui sont fortes entre les républicains et les démocrates. Et dans le cas d'espèce, les journalistes ont eu l'information et ont vérifié qu'effectivement,
les républicains étaient allés plomber, n'est-ce pas, le siège du Parti démocrate, ils avaient mis des écoutes partout. Et sur la base de toutes ces informations qui ont été vérifiées par la suite, les républicains, et notamment le président Nixon, n'avaient pas d'autre choix que de remettre son tablé et sa démission. C'est pour dire que le débat sur la source de l'information n'est pas important. À partir du moment où l'information est fiable, l'information est crédible, l'information n'a été démentie par personne, et aujourd'hui, même si certains s'amenaient à dire ou à affirmer, là il faudrait le prouver, que toutes les informations qui ont été publiées ces dernières semaines, les dernières semaines avant l'enlèvement et la disparition de Martinez-Zogo, ils auront du mal à démontrer que cette information n'est pas fiable. Puisque je l'ai rappelé, ça a été utilisé pour démontrer la base de taxation des impôts au groupe Anecdote. Alors, Maître Désiré Sikati, peut-être en tant que juriste, est-ce que vous comprenez ces navettes entre le tribunal militaire et puis le secrétariat d'État à la Défense? Certains estiment qu'ils n'arrivent pas à bien comprendre ce qui se passe. Est-ce que c'est une procédure qui, de votre point de vue, est bloquée, comme le pensent certains? Bloqué, je ne crois pas. Une procédure ne peut pas être bloquée à partir du moment où les canevas de suivi d'une procédure judiciaire sont prévus par la loi. Ouais. Voilà, vous parlez des navettes entre le commissaire du gouvernement, qui, il faut le dire, est l'équivalent du procureur de la République auprès de la justice militaire, du tribunal militaire, et les officiers de police judiciaire, le comité mixte d'officiers de police judiciaire, gendarmerie, police, qui sont en charge de cette enquête-là. Moi, je ne pense pas que l'enquête est bloquée parce que je disais qu'une enquête peut être bloquée lorsqu'il y a des éléments d'investigation qui ne peuvent pas être atteints pour des raisons indépendantes de la volonté des enquêteurs. Mais dans le cas qui nous est soumis, je pense qu'il s'agit à la limite d'une enquête que je qualifierais de mystérieuse. Mystérieuse pourquoi? Parce que déjà, il n'y a pas de communication officielle de la part des autorités en charge des enquêtes. Parce qu'il faut quand même se rappeler qu'aujourd'hui, on voit un peu comment ça se passe ailleurs. Les enquêtes ne font plus l'objet, toutes les enquêtes ne sont pas des enquêtes couvertes par le secret d'État. Lorsque vous avez un journaliste qui a été assassiné d'une façon aussi atroce, je pense qu'il est de la responsabilité, d'abord de l'administration, ensuite des autorités judiciaires, de faire des communications officielles, régulières, question de rassurer la population. Parce qu'il faut quand même se souvenir qu'il s'agit d'une affaire d'intérêt public. Maintenant, lorsque vous avez tant l'administration que les enquêteurs ou bien le personnel de la justice qui est impliqué dans l'enquête, qui ne donne pas l'impression de vouloir permettre au peuple camerounais de comprendre ce qui est en train de se passer, on se retrouve là dans un cas de figure qui suscite des supputations. Je disais tout à l'heure qu'une enquête ne peut pas être bloquée lorsqu'elle se fait dans les canevas prévus par la procédure. Mais une enquête peut devenir un véritable mystère lorsqu'on se rend compte que les délais qui sont prévus par la procédure ne sont plus respectés. La loi, elle est claire. Lorsque vous avez des gens qui sont en garde à vue, l'enquête doit se dérouler. L'enquête de police doit se dérouler pendant le délai de garde à vue. Sinon, vous n'avez pas de raison de les garder à nouveau. Donc, maintenant, on est dans un cas où ces personnes-là, les suspects sont gardés à vue depuis presque un mois. Quand je dis que pour moi, il y a un mystère, c'est une façon d'expliquer qu'il peut y avoir d'autres contours dans cette affaire, comme l'a dit Aristide, c'est-à-dire des contours qui sont liés à la sécurité de l'État. D'ailleurs, il y a l'avocat de l'un des suspects qui disait à Mondo Vidion que son client a reconnu avoir souvent rencontré un des suspects qui travaille dans une administration susceptible, une administration qui a des informations sur la sécurité du Cameroun. Ce qui est suffisamment grave. Oui, je ne vais pas juger, c'est pas mon rôle là-bas. C'est ce que tout le monde a entendu. Donc, à partir du moment où, pour une affaire ordinaire, quand je parle d'affaire ordinaire, c'est-à-dire une affaire où vous avez un cas d'assassinat, vient se greffer une affaire de sécurité nationale, je suppose que ça peut rendre le dossier, donner une autre dimension, peut-être plus complexe au dossier, à telle enseigne qu'il faille que les autorités administratives interfèrent auprès des autorités judiciaires pour l'évolution du dossier. Mais même dans cette hypothèse-là, rien n'empêche les personnes qui sont en charge de l'enquête d'expliquer aux Camerounais. Parce qu'il ne faut pas qu'on se comporte comme si la justice appartenait à ceux qui sont chargés de l'implémenter. La justice n'appartient pas
aux experts de la justice, aux magistrats, aux avocats, aux procureurs. Non, la justice, c'est d'abord pour le peuple. La justice, c'est pour le peuple. Donc, les personnes à qui on doit rendre compte de l'évolution d'une procédure judiciaire d'intérêt public, ça aurait été un contentieux entre deux kidam au sujet d'un titre foncier, d'un lopin de terre. Ça n'intéresse pas tous ceux qui ne sont pas impliqués dans le titre foncier. Mais à partir du moment où vous avez un concitoyen qui est mort, son corps qui a été assassiné, je voulais dire, son corps a été exposé publiquement comme pour passer un message, je pense qu'il y a quand même ce dommage, cette atteinte forte, voilà, à un préjudice moral incommensurable pour le peuple camerounais et même pour la communauté internationale. Pour tous les gens qui sont épris du bon sens. On doit demander la justice. Et c'est la raison pour laquelle vous voyez qu'aujourd'hui, tout le monde en parle. Il n'y a pas que... Vous avez parlé tout à l'heure de Reporters sans frontières qui est mis en cause par le ministre de la Communication et le journal Le Monde. Non, mais moi, j'ai vu des informations concernant cette affaire sur CNN, France 24, TV5. Je ne veux pas parler de la presse, quasiment toutes les presses, que ce soit les presses écrites sur les réseaux sociaux, on en parle partout. Voilà, donc il faut que nos autorités comprennent que lorsqu'une enquête commence à devenir un peu bizarre, ça amène les gens à douter de la crédibilité de la justice. Et cette affaire, dès le départ, n'est pas une affaire ordinaire. Pour la simple raison que même le mécanisme d'enclenchement de l'enquête n'a absolument rien à voir avec ce que la loi a prévu. Voilà l'une des enquêtes assez particulières où c'est le président de la République qui demande l'ouverture d'une enquête. Alors que la loi prévoit que c'est le procureur de la République qui doit demander l'ouverture d'une enquête, surtout dans un cas comme celui-là de flagrant délit. Mais comment ça se fait? À partir du moment où c'est la présidente de la République qui a demandé l'enquête, est-ce qu'on peut dire qu'il s'agit toujours d'une enquête judiciaire? Mais je ne pense pas. Et là encore, il y a un autre problème qui peut être posé, le problème de l'indépendance de la justice. Parce que dans un système de séparation de pouvoir, où vous avez le pouvoir exécutif qui est assumé au premier chef par le président de la République et le pouvoir judiciaire qui est assuré par les autorités judiciaires, il n'y a pas de raison que ce soit la présidente de la République qui demande aux autorités judiciaires d'enclencher une enquête. D'aucuns vont vous dire que la police, la sûreté nationale est sur le plan hiérarchique ou bien sur le plan légal sous l'autorité de la présidente de la République. Sauf que les éléments de la sûreté nationale, de même que ceux de la gendarmerie, quand ils interviennent dans le cadre d'une enquête, ils sont des officiers de police judiciaire. Donc ils sont sous l'autorité du procureur de la République. Il n'appartient pas au président de la République d'instrumenter, d'enclencher le mécanisme d'une enquête judiciaire. Donc, quand vous mettez tous ces éléments réunis, vous comprenez que les gens se demandent à un certain moment, ils ne se demandent même pas si la enquête est bloquée, ils se demandent est-ce que l'enquête est manipulée. Parce que c'est ça la vraie question. Parce que si une enquête judiciaire, au lieu de commencer par un mécanisme judiciaire, commence par un mécanisme politique, on a de bonnes raisons de croire que la solution ne sera plus judiciaire, elle risque d'être politique.